Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le retour du Magal West, il est 17h. On vous embarque pour une nouvelle heure ensemble. On accueillera aujourd'hui Clémence pour la chronique ciné et série. Elle nous parlera notamment de la sortie du live action Dragons. Et puis on accueille aussi nos artistes Ferrarock de la semaine, Half Asleep. Adriana nous parlera de la nouvelle expo qui arrive au Tetris. Et puis météo pour ce soir, agenda culturel de la semaine, Flash Info. Et c'est parti pour une heure d'info sur Westrack. La fin d'après-midi est agréable avec une belle douceur à environ 20 degrés, un coucher de soleil attendu à 21h45 et l'humidité modérée qui nous promet une soirée sereine. Demain, le soleil se lèvera à 5h55, il se couchera à 21h46 avec des températures oscillant entre 18 et 26 degrés toute la journée. Alors on profite de ce début de semaine estivale, tout de suite avec les infos locales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mercredi 11 juin 2025. Au Havre, les écoliers en piste pour la finale du Challenge Vélo de la prévention routière. Aujourd'hui, au Havre, une cinquantaine d'élèves de CE2 participent à la finale du Challenge Vélo organisé par l'association Prévention routière. Cet événement marque la fin d'un programme de sensibilisation aux dangers de la route mené depuis un an. Les enfants seront évalués à travers des activités théoriques et pratiques, notamment sur une piste de maniabilité. La journée débutera à 9h30 avec l'ouverture du village Prudent avant le lancement des épreuves à 13h30. Cette initiative vise à former de futurs citoyens responsables face à la sécurité routière. Au Havre, un émouvant recueil coécrit par des détenus et des lycéens de Claude Monet. Au Havre, un projet d'écriture inédit a réuni début 2025 des élèves de seconde du lycée Claude Monet et des détenus du centre pénitentiaire, encadrés par l'écrivaine Isabelle Letellier et une enseignante de français. Ils ont coécrit un recueil de 10 nouvelles intitulé « Les mots font le mur ». Bien qu'aucune rencontre n'ait été possible entre les deux groupes, l'échange par l'écrit a permis une vraie rencontre humaine. Le recueil financé par le lycée sera distribué aux participants et aux bibliothèques de la prison. Une initiative saluée pour son rôle dans la réinsertion et la lutte contre les préjugés. Au Havre, le festival Val-Soleil est de retour pour un week-end festif et relaxant. Le festival Soleil revient pour sa 3e édition les 14 et 15 juin au Clos Val-Soleil au Havre. Ouvert à tous, l'événement propose visites, ateliers créatifs, animation bien-être, musique et restauration locale. Samedi, place au jeu, visite, un défilé de mode upcyclé et une soirée festive. Dimanche sera consacré au bien-être avec un pique-nique, danse libre et sonothérapie organisé par des associations engagées. Le festival met à l'honneur le vivre ensemble, l'artisanat local et le réemploi. Entrée libre au 12 rue Horace Vernet. Au Havre et à Montivier, le festival Les Yeux Ouverts met le cinéma à hauteur d'enfant. Le festival Les Yeux Ouverts dédié au jeune public se déroule jusqu'au 22 juin en partenariat avec les cinémas Le Sio et Les Arts. L'événement initie les enfants au cinéma à travers projections, ateliers, rencontres et la diffusion de 13 courts-métrages créés par des élèves dans le cadre de la petite école de cinéma. Ces films seront projetés les 14 et 15 juin à 10h aux Arts de Montivier. Parrain de cette 7e édition, le dessinateur Jules animera plusieurs rendez-vous, dont une carte blanche le 20 juin, un festival mêlant créativité, apprentissage et découverte du 7e art. À Fécamp, une résidence innovante avec des espaces partagés présentés par Logéocène. Logéocène a inauguré à Fécamp une nouvelle résidence multigénérationnelle rue de l'Inondation. Ce projet de 87 logements implanté sur un ancien site de Gaz de France se veut un lieu de vie actif avec colocation, espaces partagés, cœur d'îlot végétalisé et animation d'espaces de coworking, bientôt une salle de sport et une gestion animée par une responsable à l'écoute des habitants. Chacun peut y proposer des ateliers ou des activités, une nouvelle manière d'habiter ensemble. Merci à tous pour votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Des réponses attendues notamment sur le mobile de l'assaillant. Le procureur de Chaumont donne ce soir une conférence de presse à 17h après l'agression mortelle au couteau d'une surveillante dans un collège de Nogent-sur-Marne. La garde à vue du suspect âgé de 14 ans a été prolongée de 24 heures ce matin.
Demain, une minute de silence se tiendra dans tous les établissements scolaires à midi. Il a refusé de répondre aux questions des juges d'instruction. Retour en cellule pour Mohamed Amra. Le narcotrafiquant a été extrait de la prison de Condé-sur-Sarthe ce matin par hélicoptère pour être entendu au tribunal de Paris. Un transfert sous haute surveillance assuré par le GIGN, un an après l'évasion meurtrière qui avait coûté la vie à 2 agents. Sa cavale à lui n'aura duré qu'un mois. L'hébergeur du tireur qui a tué le policier Éric Masson à Avignon en 2021 a été arrêté ce matin dans le Vaucluse selon une information de BFM TV. Le suspect avait profité d'une permission de sortie pour prendre la fuite alors qu'il purgeait une peine de 2 ans de prison. Dans l'actualité également, les chauffeurs de taxi ne baissent pas les bras. Nouvelle journée de manifestation pour s'opposer à la réforme du transport sanitaire et dénoncer la concurrence des VTC avec des actions de blocage, notamment devant les aéroports de Roissy et Orly et des opérations escargots sur plusieurs axes d'Île-de-France. Une réunion s'est tenue ce matin au ministère de la Santé. Le gouvernement promet d'étudier les propositions des chauffeurs et propose une nouvelle rencontre fin juin. Des manifestations pour la Palestine samedi partout en France. 5 syndicats appellent à se rassembler pour soutenir les habitants de la bande de Gaza et demander un cessez-le-feu. La CFDT, la CGT, l'UNSA, Solidaire et FSU dénoncent la fuite en avant mortifère des autorités israéliennes. Attention aux orages ce soir dans le sud-ouest. Le Gers, les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont placés en alerte orange. Météo France évoque un épisode bref mais potentiellement violent avec un risque de grêle et de fortes précipitations. Et puis du foot, l'équipe de France Espoir lance son Euro ce soir. Les Bleus affrontent le Portugal à 21h. La compétition se déroule en Slovaquie jusqu'au 28 juin. Merci Margot pour les infos. Après ce flash, place aux sorties. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'atelier Entretenir ses rosiers, c'est aujourd'hui de 18h à 19h au Jardin Suspendu, une animation gratuite encadrée par la ville du Havre. Une balade aussi naturaliste à Montivilliers ce samedi 14 juin à 14h au parking du Jardin de la Sente des Rivières pour observer papillons et les oiseaux avec iNaturalist, inscription obligatoire sur leur site. Et enfin, une soirée spéciale à la Fontaine Enchantée, vendredi 20 juin de 17h30 à 22h à Montivilliers, avec un concert rock'n'stock duo, animation gratuite. Pour la suite de notre émission, je vous propose la découverte Ferrarock cette semaine avec un zoom sur Half Asleep. Ce projet captivant allie texte introspectif, ambiance onirique entre électro douce et pop lumineuse, une signature musicale qui intrigue et enchante à la fois. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Aujourd'hui, on plonge en plein cœur avec Roberta Lips et son nouvel opus édité sous le label indépendant, le CEP Records. Chanteuse et auteure-compositrice d'origine franco-italienne, Roberta Lips s'est forgée un univers où la douceur et l'intensité se rencontrent dans une alchimie délicate. Son parcours artistique est marqué par une recherche d'émotions brutes, celle qui touche sans détour, qui capture l'instant et résonne bien après la dernière note. Passionnée par les mélodies organiques et les récits intimistes, elle façonne sa musique comme une confession sonore avec une élégance teintée de mélancolie. Comment t'as pu me laisser y croire?
besoin de toi, je vais me refaire. Prends tes affaires, rentre chez ta mère. Tissu de mensonges, c'est ça notre histoire. Comment t'as pu me laisser y croire? Comment t'as pu me laisser y croire? Amour réparé au cafard. Tire un bout portant en placard. Amour réparé au cafard. Tire un bout portant en placard. Amour réparé au cafard. Tire un bout portant en placard. Amour réparé au cafard. Tire un bout portant en placard. En Avec En plein cœur, Robert Talib livre un album d'une rare sensibilité, comme une confession mise en musique. Chaque morceau s'apparente à une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, un monde où la mélancolie côtoie la lumière, où les silences ont autant de poids que les mots. Les arrangements y sont minutieusement façonnés, faisant la part belle aux cordes vibrantes, aux harmonies vocales épurées et aux entrelactes subtils de piano et de guitare délicate. Ici, l'espace sonore respire, laissant à chaque élément sa juste place comme une conversation intime entre l'artiste et son auditeur. Le matin je me lève, j'ai déjà le cafard. J'ouvre les yeux, je suis dans le mal. J'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi. Me foutre au lit, ne plus rien savoir. Dans la rue tout le monde marche sans me voir. J'essaie d'atterrir au fond de mon visage. Les politiques ne m'intéressent pas du tout. J'éteins la radio, ça ne sert à rien. C'est répétitif, je suis déjà femme trop. Je peux plus en sortir, on dirait la fin. J'aimerais partir sans m'attourdir à voir. Abandonner enfin toutes ces sales histoires. Oublier qu'il n'y a plus rien. Je vois tout noir. J'en ai vraiment marre. La vie ne faut qu'à Je vois tout noir. J'en ai vraiment marre. Jour de plus je me bats. Un jour de plus en train de divaguer. Je parle trop fort, ça fait mal à la tête. Charge positif entre la médiocrité. J'ai trop de mal à rester concentré. Comme un tableau très intéressé. S'accrocher tout de même avec ténacité. Vivre à fond et garde le sourire, ça semble trop facile. Je vois tout noir. J'en ai vraiment marre. La vie ne faut qu'à Je vois tout noir. J'en ai vraiment marre. Jour de plus je me bats. Et ton sourire me plonge dans le cafard. Ne le prends pas mal. Si je veux plus te voir, ça sera plus tard. Cafard, cafard, cafard. Oh oh, Les textes sont à la fois simples et profonds, portés par une écriture poétique qui va droit à l'essentiel, pas de détour, pas d'artifice, juste une sincérité brute qui donne à l'ensemble une puissance émotionnelle rare. Certaines chansons prennent la forme de murmures, d'autres s'élèvent avec force, mais tout ont ce point commun d'être chargées d'une intensité qui ne laisse personne indifférent. En plein cœur est un album qui s'écoute comme une traversée émotionnelle, un voyage où l'on accepte de se laisser porter, d'être touché, d'être secoué parfois, mais toujours avec cette sensation d'être au plus proche d'une vérité musicale précieuse. Et cet album est disponible toute la semaine sur vos radios Ferrarock.
Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et je vous invite à revenir demain à 17h pour notre prochain MAG à l'Ouest. On parlera de l'autre invité Ferrarock, l'autre partenaire de la semaine. Clémence va nous parler dans un instant du film Dragon, un film live action inspiré du dessin animé. C'est dans un instant, juste avant on retrouve un reportage avec Adriana qui nous présente la nouvelle exposition au Tetris qui s'intéresse au Caire. Bonjour Flora Elie, bonjour Jérémy Charbot, vous êtes tous les deux photographes. Tous les deux, vous allez nous parler de l'exposition photo que vous présentez au Tetris du 12 juin au 12 juillet. Ça s'appelle Al-Kahira, le Caire, la victorieuse. Et vous avez votre vernissage le 12 juin justement à 19h30. Merci d'être sur Westrack. Merci. Alors vous êtes tous les deux du Havre. Comment est né ce travail à deux ? En fait, comment vous vous retrouvez deux Havrais au Caire ensemble ? Alors on n'y a pas été en même temps. Jérémy, tu me corriges si je dis des bêtises, c'était en 2009. Ouais, c'était il y a longtemps. Et j'ai vécu 2 ans au Caire en fait, entre 2021 et 2023. Et on s'est rencontrés à mon retour. Et puis on est devenus copains. Et on fait partie de la même agence photo, en Lucas aussi. Et puis bah voilà, de notre amitié est né ce projet commun de se regard croisé sur une ville qu'on a tous les deux côtoyée. Flora, est-ce que vous pouvez nous parler de justement ce moment où vous avez vécu au Caire ? Qu'est-ce qui vous a emporté là-bas ? Alors moi, à la base, j'étais partie pour 1 mois de vacances et je suis restée 2 ans. En fait, j'allais voir simplement une copine qui y vivait et puis je suis un peu tombée sous le charme de la ville, du pays et ayant pas spécialement grand-chose à faire en France, j'ai décidé de rester là-bas. Et vous, Jérémy, à ce moment-là, en 2009, qu'est-ce qui vous apporte à aller là-bas ? Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'avais un ami qui habitait là-bas, mais qui bossait pour une entreprise. J'avais déjà fait pas mal de photos sur Tanger au Maroc. Et je m'étais dit que ça aurait été sympa de continuer des séries photographiques sur le Moyen-Orient. Moi, j'aime bien prendre les gens quand ils rêvent un peu dans leur espace. J'avais commencé ça à Tanger. C'est très vibrant, il y a beaucoup de monde. Du coup, j'ai essayé de détacher des personnes un peu du chaos de la citadine, de la ville. Du coup, je suis resté moi que 1 mois. J'ai beaucoup bougé, surtout que vous êtes vite perdu avec le langage. Et je me repérais beaucoup grâce au métro, parce que c'est énorme. C'est entouré de désert quand même. Il y a le Nil, enfin il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà photographiquement très intéressants. C'est pas la vie qu'on mène ici spécialement. Du coup, il y a un mélange de modernité, d'ancienneté et de tradition qui sont très intéressantes à prendre. Donc on s'est bien retrouvé avec Flora là-dessus. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fil conducteur peut-être qu'aurait cette exposition, ou qu'est-ce que vous avez voulu raconter du Caire à travers ces photos ? Bah déjà, il y a beaucoup, c'est exclusivement sur la vie locale. Enfin, nous, on n'est pas spécialement intéressés. Enfin, en tout cas, dans l'exposition, vous n'allez pas retrouver les monuments. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de temple, il n'y a pas tout ça. On est vraiment concentré sur la vie des gens normaux tous les jours. Peut-être plus particulièrement pour classe populaire quand même. Et les gens qu'on voit en fait dans la rue, qui cheminent dans la ville la nuit, le jour, parce que c'est une ville qui est grouillante en fait. Enfin, tout le temps H24 Et voilà, donc après sur les travailleurs, sur les gens qui... Il y a pas mal d'intérieurs intéressants aussi, sur les ateliers. On a quelques photos d'ateliers. Ouais. Je sais que toi, Flora, t'aimes bien aussi aller dans les endroits comme ça. Oui, c'est plus le peuple qui nous intéressait, ce qui nous intéresse effectivement dans le texte. On a, je pense, rien fait de nouveau non plus, mais on n'a pas essayé de tomber non plus dans des clichés... trop touristique. Et puis on a une certaine culture photographique aussi, je pense, avec Flora, qui nous permettent de nous détacher de ça, quoi. Et d'essayer de créer quelque chose de nouveau sans se permettre non plus de dire qu'on fait quelque chose de complètement nouveau. Mais j'ai eu l'impression que tous les deux, vous avez voulu travailler l'obscurité, la nuit du Caire, ça semblait important. Vous avez tous les deux des photos dans ce domaine-là. Est-ce qu'on les retrouve dans l'exposition ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On est aussi assez attirés l'un comme l'autre par les petits coins sombres. Et c'est vrai que le Caire, c'est des endroits qui sont très peu éclairés. Enfin voilà, il y a tout un mystère. Alors, je pense que naturellement, évidemment, on se connaissait pas à l'époque, donc c'est venu chacun, de nous en fait, mais d'aller explorer un peu ces endroits, ces sentiments, ces ambiances. Ouais, les ambiances de nuit. Et puis on a fait un peu 2 univers. Il y a un univers un peu plus de jour, mais qui reste assez ambiance mat. On n'aime pas trop les couleurs pop, je pense tous les deux. Même s'il y a beaucoup de réverbères et de couleurs, ça reste toujours un univers assez cinématographique, déjà je trouve. Il y a des lampadaires avec des lumières tungstène un peu incroyables que nous on a remplacées dans nos pays européens avec des lumières assez blanches. Du coup ça crée tout de suite une ambiance très intéressante de nuit. Et de jour, c'est vrai qu'on a
pris aussi pas mal de photos d'intérieur. Du coup, ça crée tout de suite ce côté un peu intimiste et sombre, quoi, qui se mélange bien avec nos photos de nuit aussi. Hyper concrètement, comment vous avez fait pour choisir les photos ? Est-ce que c'est l'un d'abord qui a montré à l'autre en disant t'en penses quoi ? Ah oui, on pourrait faire une exposition. Comment c'est né ? On a chacun en fait fait une sélection, chacun de notre côté. En gros, moi j'aime cette photo là. On a tout mis à plat. Enfin, du coup, Jérémy il a tout imprimé. On a tout mis à plat et après il a fallu faire des choix, des fois douloureux, parce qu'on peut pas tout mettre. Et puis au fur et à mesure, c'est essayer de trouver un fil conducteur, quelque chose qui rejoint les photos, des ambiances, par différents biais. Donc on a éliminé au fur et à mesure des photos pour essayer d'avoir. L'expo c'est un peu ça. On rentre à droite dans truc plus de jour. On a des intérieurs sur le côté droit de l'expo et puis quand on rentre dans le couloir on a des ambiances beaucoup plus intimistes. D'ailleurs la taille des tirages joue là-dessus, c'est-à-dire que pour la scénographie quand on est dans un endroit plus clos on a mis des plus petits tirages parce qu'on se rapproche plus des tirages qui sont de nuit. Alors que quand on fait des grands tirages, on a besoin de recul. On a essayé de créer une petite narration, surtout des univers visuels ensemble qui correspondent bien aux choses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout travaillé ensemble à la base sur ce projet-là. Mais on a un peu aussi le même genre de photographie quand même. Il y a beaucoup de personnes dans nos photos. On a quelques intérieurs vides ou des moments vides. J'ai fait une série aussi sur les ambiances de nuit un peu cinématographiques, avec les vieilles voitures, comme je disais, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de voitures bâchées aussi, ce qui crée tout de suite une ambiance assez particulière. Vous avez une explication pour ces voitures bâchées ? J'ai vu une photo, je me suis posé la question. C'est notamment pour la protection des poussières, de la poussière. Et puis en fait, il y a tous les chiens errants qui viennent squatter, pas tous, beaucoup de chiens errants, ils viennent squatter sur les capots et les toits de voiture aussi pour éviter la circulation. Donc il y a peut-être de ça aussi pour éviter que... Il y a même des voitures où il y a des pics, vous savez, comme les pics à pigeons, il y a certaines voitures qui ont des pics pour éviter. Mais les chiens arrivent quand même à se faufiler entre eux. Nos auditeurs et auditrices ne voient pas évidemment les photos. Et est-ce que vous pourriez en choisir une chacun de l'exposition, penser à une là actuellement, la décrire un petit peu et nous raconter surtout l'anecdote ou l'histoire derrière. Peut-être que c'est la photo qui a été la plus spontanée à prendre, la plus difficile à prendre, convaincre telle ou telle personne de bien vouloir se mettre dans le cadre, essayer de discuter peut-être la barrière de la langue. Je sais pas, une petite anecdote derrière une photo dans ces expositions. À partir du moment où vous prenez de toute façon des gens en photo sans parler la langue, à moins de tomber sur des gens qui parlent anglais, il y en a plein qui parlent anglais là-bas, ou même français, beaucoup. Ça, c'est plus les vieilles personnes, parce que les jeunes, à moins... Les classes populaires, c'est quand même très compliqué. Et comme nous, on a essayé d'aller squatter des endroits plus populaires que... de toute façon, il n'y a pas 40 millions de quartiers riches. Enfin, il y en a, mais c'est pas là où on est allé spécialement. Non. Il faut établir une sorte de lien de confiance, pas prendre non plus trop de temps, à moins d'avoir un guide ou quelque chose. Moi, j'étais vraiment tout seul dans la ville. Humainement, j'ai essayé d'établir des liens et choses comme ça. Moi, une des photos qui me reste en tête, j'étais dans le Caire islamique et je me suis fait jeter, c'est un peu bête, mais j'ai fait une photo très rapide dans un atelier avec les gamins qui bossent là, je pense qu'ils bossaient de l'acier, je sais plus, tout de suite le patron m'a voulu me dégager, mais j'avais quand même réussi à faire la photo. Ça paraît un peu banal, mais avoir de l'humilité, prendre son temps, et ça dépend encore une fois des quartiers et comment vous abordez les gens, bien évidemment. Et pour Flora, je pense que c'est encore en plus différent, sans vouloir tomber dans le cliché, mais en plus t'es une femme, donc il y a un rapport aussi assez particulier. Parfois, après, on a plus de facilité à rentrer en contact avec les femmes aussi. Mais après, les Égyptiens, ils sont quand même, on va dire, globalement, des gens très théâtraux, très drôles, très accueillants, beaucoup ri pendant 2 ans. Celle qui me viendrait le plus, c'est la photo de la fanous. La fanous, c'est une lampe traditionnelle que les gens utilisent pendant le ramadan. Donc, il y en a des toutes petites, il y en a des très grosses, il y en a dans les parcs, il y en a accrochées un peu partout. Et en fait, il y a une photo où il y a cette fanous illuminée qui est dans un parking. Donc, on voit qu'il y a des amas de vêtements un peu partout, etc. Et en fait, cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un quartier qui s'appelle Dohi. Dohi, ça devient un quartier un peu, on va dire, middle class. C'est mais c'est un quartier qui est en train d'être, on va dire, de moins en moins populaire. En passant, donc, je vois cette fanous, cette lumière qui m'attire l'œil. Et en fait, c'était dans le parking souterrain d'un immeuble. Et je me dis, je vais quand même aller demander si je peux faire une photo, mais j'étais un peu sûre de me faire jeter. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait une dame qui aidait une femme qui était rentrée avec sa voiture à décharger les courses, etc. Donc je pose la question, est-ce que je peux prendre en photo ? Oui, vas-y. Donc très bien, je fais mes petites photos. Et quand j'ai terminé, en fait, on était du coup pendant le ramadan et ça tombait au moment de l'iftar, donc la rupture du jeûne. Ami qui vit dans un parking, ce qui arrive très fréquemment en fait en Égypte pour des gens qui sont issus de la classe pauvre, en fait, et là je parle littéralement d'une petite pièce de quelques mètres carrés avec un toit en sous-pente, des ouvertures où ils se prennent les pots d'échappement en permanence. Et en fait, je me suis retrouvée à prendre de l'iftar avec eux. Ils étaient en train de commencer à manger. On m'a offert
faire du lait avec des dattes, et puis après à partager du riz. Et puis en fait, je me suis retrouvée à rester 2 heures avec eux parce qu'il y avait parmi les 3 enfants le petit garçon Ahmed qui parlait un peu anglais. Je suis repartie de là toute chamboulée. Un super moment d'échange et puis vraiment typique de l'hospitalité égyptienne qu'on peut avoir en fait. Et que même au-delà de la barrière de la langue, il y a ce truc d'être super heureux d'échanger avec des étrangers. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit cette photo, juste cette fanousse illuminée dans un parking, on peut pas s'imaginer tout ce qu'il y a derrière, quoi. Vous en parlez encore avec des étoiles dans les yeux. Et Flora Elie, en 2024, vous aviez déjà fait une exposition photographique à propos du Caire. Ça s'appelait Eloum El Dounia, c'était à Fécamp. Eloum El Dounia, ça veut dire la mer du monde en arabe. C'est le surnom que l'on donne à ce pays. Quel est votre rapport aujourd'hui avec l'Égypte ? C'est mon pays de cœur, ça c'est sûr. J'ai enfin pu y retourner en mars 2025. Ça faisait 2 ans que j'avais pas remis les pieds. Oui, c'est toujours quelque chose. C'est un pays auquel je resterai attachée, évidemment. Ouais. Et Jérémy, est-ce qu'on peut vous demander à vous aussi quel est votre rapport avec ce pays, puisque maintenant ces photos en 2009, ça commence à faire plusieurs années. Ouais. Mais faire une exposition aujourd'hui... Moi, en plus, c'était avant la Révolution, donc je pense qu'il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Moi, j'ai continué plus sur Tanger. Peut-être par praticité aussi, par flemme, pas par flemme du tout, mais j'avais un lien avec Tanger aussi qui était très fort, comme Flora avec le Caire ou l'Égypte en général. Donc moi, je suis allé 5-6 fois à Tanger, parce que j'avais la possibilité d'y aller logistiquement aussi, c'était très pratique. Et puis j'ai établi aussi des liens avec des gens là-bas, comme Flora aussi au Caire. Et surtout, moi, j'ai décidé de voyager un peu moins là sur mon travail photographique, donc je travaille plus localement. Maintenant. J'ai signé dans une maison d'édition parisienne pour sortir un livre sur le quartier Saint-François, La Furie et la foi. Et du coup, j'ai pas mal côtoyé les pêcheurs et le monde maritime. Je me suis fait ami avec pas mal de gens. Et j'ai trouvé l'île je l'appelle l'île Saint-François parce que c'est un côté un peu autarcique. Et donc, j'ai travaillé durant 3 ans là-dessus. Mais ça n'empêche qu'on en a parlé avec Flora. Si elle y retourne, j'y retournerai bien déjà pour voir l'état de la ville. Après la Révolution, je pense que ça a énormément changé. Moi, en 2009, il y avait encore Moubarak, il y avait encore des statues de lui, que même architecturalement, c'est pas du tout la même chose. J'ai sûrement pris des choses qui n'existent plus. Ah oui, ça c'est sûr, de toute façon, même moi, je vois la vitesse à laquelle la vie change. Le dictateur, là, Sisi, c'est une vraie tornade. Il détruit beaucoup de quartiers historiques, c'est un peu une catastrophe. Et je sais pas si j'aurais eu peut-être la même tranquillité aussi, je me rends pas compte. Ça n'a jamais été simple, mais politiquement, le peuple égyptien a pris très cher aussi après la Révolution, quand même, au niveau des droits. Pas mal de mecs sont morts pendant les manifs. Denis Dailleux a fait un super livre là-dessus, d'ailleurs. Martyrs de la Révolution, super photographe, Denis Dailleux, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup tous les deux, et qui a fait un super travail là-dessus, où il y a un texte qui parle de la perte, les parents parlent de la perte de leurs enfants. Oui, c'est ça, en fait, il est allé voir les familles de martyrs. Il était accompagné d'un ami égyptien qui, du coup, s'occupait de la traduction, qui s'occupait de discuter avec la famille. Et puis après, Denis Dailleux lui prenait, du coup, la photo des parents, ou peut-être d'un objet, ou de quelque chose. Parce que, voilà, faut savoir qu'en Égypte, en général, quand il y a un décès, souvent, ou des jeunes, on retrouve des bannières, en fait, dans les rues, il y a ce truc de l'image aussi beaucoup. Donc, il y a des familles qui ont, la tasse avec la photo de l'enfant, ou il y a les bannières, il y a ce genre de choses, en fait. Donc, il a fait un super travail là-dessus. Parce qu'il y était, en fait, pendant la Révolution, mais il n'a pas pris de photos. Et donc, ça a été son devoir pour lui, un peu de mémoire. Ce que j'entends personnellement surtout, c'est que possibilité d'une 3e exposition après un futur voyage à 2 cette fois, ça peut aussi changer. Vous dites pas oui, vous dites pas non. Si, carrément, mais ce qui serait intéressant, c'est que justement, on travaille à 2 là-dessus et qu'on s'en empare. Moi, j'y retourne en octobre. Tu retournes en octobre. Les propositions sont lancées. Merci à tous les deux d'avoir été sur Westrack. On rappelle que vous exposez des photos du Caire au Tetris. Ça s'appelle Al-Qaïra, le Caire, la victorieuse. C'est à découvrir gratuitement du mardi au samedi de 10h à 18h. Vernissage le 12 juin à 19h30 et fin d'expo le 12 juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Exposition à retrouver dès demain au Tetris. N'hésitez pas à vous y rendre aux heures d'entrée que vous pouvez retrouver sur le site tetris.fr. On va retrouver Clémence qui va nous parler des sorties de la semaine au cinéma, mais aussi les nouveautés dans le monde des séries. Avant de s'intéresser au petit et au grand écran, un temps musical avec 2 nouveautés. Partons en Suède avec Arc de Soleil, Riders of the Moon, suivi de Londres, au Royaume-Uni avec Young Gun Silver Fox et Stevie et Sly. Et juste après, c'est la chronique ciné et série.
Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Well, you could call me old-fashioned, but I can't help looking back and wondering if I was born in the wrong time. There's something inside that's pulling me like a magnet. Drop a needle and I can't stop me. Yeah. Give me that magic, man. I gotta have it. Il est 17h36 et vous écoutez votre émission Le Mag à l'Ouest. Merci d'être avec nous. Tout de suite, Clémence me rejoint dans le studio pour la chronique ciné et série. Alors Clémence, quels sont les films à ne pas rater cette semaine ? Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Salut
Lucie et aujourd'hui dans cette chronique film et série, effectivement j'ai 3 nouveaux films et séries à vous présenter et je te propose de commencer par un film très attendu, Dragon, oui, comme le dessin animé culte, mais cette fois-ci en live action. Réalisé par Dean DeBlois, le papa de la trilogie animée, Dragon version 2025 arrive en salle ce 11 juin et autant vous dire que l'attente valait le coup d'aile. On y retrouve Harold, jeune viking pas vraiment fait pour la bagarre, qui va bouleverser les traditions de son village en se liant d'amitié avec un dragon, le fameux Croque-Mou. Une histoire d'amitié improbable, de courage et de paix entre deux mondes. Et ici, elle prend vie, littéralement. Côté visuel, bluffant. Croque-Mou est plus expressif que jamais. Les scènes de vol sont grandioses, le tout porté par Mason Thames dans le rôle de Harold et un Gerard Butler toujours aussi solide en chef stoïque. Les fans de la série retrouvent leur moment culte. Oui, certains parlent d'une copie fidèle plan par plan, mais c'est une copie qui fonctionne, l'émotion est là et la magie aussi. Mais alors, qu'en dit la presse de ce Dragon version live action? Eh bien, elle est plutôt divisée. Le côté positif, c'est que beaucoup saluent des effets spéciaux bluffants, un croque-mou plus vivant que jamais et un respect total de l'œuvre d'origine. Entertainment Weekly parle même d'un film qui ne réinvente pas la roue, mais qui sait encore faire rêver. Côté casting, Mason Thames dans le rôle d'Harold séduit par sa sensibilité, tandis que Gerard Butler revient en chef stoïque avec la prestance qu'on lui connaît. Mais attention, certaines critiques sont plus mordantes comme The Guardian qui parle d'un remake aussi fidèle que creux, sans surprise, ni magie, ni spontanéité. Une critique vraiment très dure donc. Bref, c'est un film vraiment splendide, émotionnellement sincère, mais peut-être trop sage pour ceux qui espéraient une réinvention audacieuse. Donc Dragon, c'est une relecture spectaculaire, pensée pour une nouvelle génération, sans trahir l'ancienne, un vrai coup de cœur pour les petits comme les grands. En salle ce 11 juin, et si vous cherchez un peu de feu et de tendresse pour débuter l'été, c'est par là que ça se passe. Et on écoute tout de suite la bande-annonce. Nous sommes les descendants des meilleurs chasseurs de dragons de tous les territoires que les Vikings ont parcourus. Ces bêtes sont une menace pour toutes nos terres. Il est temps, Harold. Eh bien oui, Lucie, on passe donc à notre second film et cette fois-ci, on vous embarque en vacances. Enfin, pas les vôtres. Celle de deux familles que tout oppose. Coincées dans une maison de vacances, le titre Vacances forcées. Une comédie 100% française signée François Prévost, Legioni et Stéphane Archinard en salle depuis aujourd'hui. L'histoire, c'est celle d'un choc de monde. D'un côté, Max, incarné par Clovis Cornillac, bon vivant, bourru et sans filtre. De l'autre, Simon, un éditeur snob, campé par Laurent Stocker, qui pensait passer des vacances tranquilles avec sa femme et son ado. Sauf que voilà, les deux familles doivent cohabiter par erreur ou par caprice du destin. Et forcément, ça explose. C'est la recette classique de la comédie de mœurs à la française, mais ici elle est relevée par un duo d'acteurs en grande forme. Cornillac joue les empêcheurs de bronzer en rond avec malice, tandis que Stocker oppose une raideur délicieuse. Leurs échanges souvent piquants font mouche. La mise en scène, elle reste sobre. Posé sur un décor estival charmant, on est dans un film de personnages, pas de prouesse visuelle, mais le charme opère. Quelques scènes frôlent le vaudeville, d'autres s'autorisent une vraie tendresse. Mais la presse, elle en pense quoi? Eh bien plutôt du bien. France Info Culture, La Voix du Nord, Le Parisien ou encore Télé 7 jours s'accordent sur une comédie réussie, légère mais bien construite, portée par un duo savoureux. Certains en revanche regrettent un scénario sans surprise, voire un peu convenu, mais reconnaissent une efficacité indéniable. Ça fonctionne, on rit, on se détend. En clair, Vacances forcées, ce n'est pas la comédie révolutionnaire de l'année, mais c'est un petit plaisir estival à déguster comme une limonade bien fraîche. Ça pique un peu, ça fait sourire et ça passe tout seul. À voir si vous aimez les oppositions de caractère, les engueulades de vacances et les comédies françaises à l'ancienne, entre tendresse et coup de gueule. Et on écoute tout de suite la bande-annonce. Ça va? C'est les vacances. Qu'est-ce que tu foutais? J'adore tes belles quand t'es en colère, c'est dingue. C'est là. On n'a pas les moyens de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour, je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Nous sommes des gens civilisés. Dolly Deep peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3.
Et on enchaîne sur notre dernier film, cap sur un documentaire engagé et bouleversant, Les mots qu'elle dure un jour, sorti en salle le 11 juin. Réalisé par Raphaël Pilosio, ce film enquête revient sur des images tournées en 1962 par Yann Lemasson où des militantes algériennes fraîchement sorties de prison livraient leur récit en France. Mais voilà, la bande-son a disparu. 50 ans plus tard, le réalisateur part à la recherche de ses voix, interrogeant la disparition et la mémoire à travers celles qui se sont tues. C'est un film essai sur le langage, la trace, la transmission et le pouvoir des images. Une immersion dans un passé silencieux qui donne à entendre un plan d'histoire souvent éclipsé. Et voici ce qu'en dit la presse. Les premières réactions saluent unanimement la puissance historique et la dimension émotionnelle du film. France Info et La Voix du Nord évoquent un voyage intime au cœur de la mémoire, porté par une enquête délicate et respectueuse et un format condensé de seulement 1h24. Le film est décrié comme une restitution silencieuse mais vivante. Il ne comble pas les silences, il les honore et laisse une place à la parole manquante, un choix esthétique fort. Pour les passionnés d'histoire franco-algérienne, les amateurs de cinéma d'archives ou ceux qui s'interrogent sur la mémoire collective. Pour savourer une enquête sensible qui effleure l'intime et construit un pont entre un passé douloureux et notre présent. Et parce que Pilosio constitue symboliquement un dialogue avec ces femmes silencieuses et nous offre l'opportunité de les réentendre malgré l'absence de leur voix originelle. Les mots qu'elles durent un jour, ce n'est pas un simple documentaire. C'est une invitation à écouter les absences, à écouter ce qui n'est plus audible, mais infiniment vivant. Un beau film, nécessaire, en salle, dès le 11 juin. Et on écoute tout de suite la bande-annonce. Quand au début des années 2000, Yann avait récupéré par hasard les images de 1962, la bande-son avait disparu. قولي لي جميلة يعيشك des films préparés par Yann Lemasson تتفكريه quand vous êtes sorti de prison. Là, c'est pas de la vieille histoire. Non, c'est important. Mais les hommes ont tout fait pour faire barrage aux jeunes femmes à ce moment-là. On le croyait autrement. Beaucoup ont peur de... Je te propose donc de passer aux séries. Et aujourd'hui, on parle d'une mini-série sortie récemment sur Netflix, Sirens. C'est une production américaine assez courte, avec seulement 5 épisodes de 22 minutes. Ça se regarde donc très vite. L'histoire tourne autour de Devon, une jeune femme qui s'inquiète pour sa sœur Simone, plongée dans une relation toxique avec Michaela, une femme charismatique et assez mystérieuse. Michaela est incarnée par Julianne Moore et franchement, elle est vraiment impressionnante dans ce rôle. Elle dégage un charme ambigu, un peu dangereux, qui rend la relation encore plus intense à suivre. Le ton de la série oscille entre drame et thriller psychologique avec un soupçon d'humour noir. C'est plutôt bien écrit, avec des dialogues percutants et une ambiance assez soignée. Le casting est solide. Megan Faye et Emilia Locke complètent bien ce triangle familial compliqué. Côté critique, la presse est plutôt positive, même si ce n'est pas non plus un coup de maître. On souligne surtout la qualité de la réalisation et le jeu des actrices. C'est une série qui plaira surtout à ceux qui aiment les intrigues centrées sur les relations toxiques avec une tension psychologique bien tenue. Bref, Sirens, c'est une bonne petite série pour ceux qui veulent un format court, intense, avec un peu de suspense et de beaux personnages. Pas de révolution dans le genre, mais un divertissement solide et bien fait. Et on écoute tout de suite la bande-annonce. Salut, cette baraque, vous savez où elle est? Tout le monde connaît le domaine des falaises. 75 $. C'est le tarif pour un week-end férié. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le week-end du Labor Day. Lesquels vont recevoir des invités tous les jours. Tout doit être validé par moi. Il y a une jeune femme bizarre qui demande à te parler. Elle porte un sac de détritus à la main. Elle dit qu'elle est ta grande sœur. Non. Et on passe à notre deuxième série, et cette fois-ci on parle de la saison 3 de Ginny et Georgia qui est arrivée sur Netflix le 5 juin 2025. Après 2 ans d'attente, la série revient avec 10 nouveaux épisodes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Ginny et Georgia suit Ginny, une adolescente de 16 ans, et sa mère Georgia, une femme au passé mystérieux. Ensemble, elles naviguent entre secrets familiaux, relations compliquées et défis du quotidien. Dans cette nouvelle saison, l'intrigue prend un tournant majeur. Georgia est arrêtée pour meurtre lors de son mariage, ce qui met les projecteurs sur la famille Miller comme jamais auparavant. Ginny se retrouve alors à remettre en question sa relation avec sa mère et son rôle dans cette dynamique complexe. Côté casting, Brian Howie reprend son rôle de Georgia et Antonia Sentry celui de Ginny. On retrouve également Félix Mallard dans le rôle de Marcus et Sarah Weisglass dans celui de Maxine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'en dit la presse? Eh bien, The Daily Beast dit que la saison 3 est qualifiée de drame juridique captivant, saluant la complexité de l'intrigue et la profondeur des personnages. Décideur, quant à lui, souligne l'équilibre entre drame familial et thriller avec des performances solides et une écriture soignée.
année. Quant à Collider, bien que la série soit jugée parfois lente, elle est appréciée pour ses performances exceptionnelles et sa capacité à captiver le public. Bref, la saison 3 a connu un démarrage fulgurant, se classant en tête des contenus les plus visionnés sur Netflix dans plus de 60 pays, dont la France. Si vous aimez les séries mêlant drame familial, suspense et personnages profonds, cette saison 3 de Ginny et Georgia est faite pour vous. Elle aborde des thèmes tels que la justice, la rédemption et les relations familiales avec une approche moderne et captivante. Et on écoute tout de suite la bande-annonce. Tu sais ce que j'ai adoré à ton mariage ? C'est que c'était pas ce genre de fête déjà vue, copier-coller. C'était une journée mémorable. Ouais, surtout le moment où je me suis fait arrêter. Tout à fait. Ma mère est assignée à résidence en attendant son procès pour meurtre. Et au lycée, tout le monde me regarde comme si je vivais dans un cirque. J'adore. T'as une lettre de motivation parfaite pour la fac ? Et on termine avec notre dernière série et je vous propose de découvrir Nous les menteurs, une nouvelle série qui débarque sur Prime Video le 18 juin 2025, adaptée du roman à succès We Were Liars, Nous étions des menteurs d'Eric Lockhart. Cette série en 8 épisodes nous plonge dans l'univers mystérieux et fascinant de la famille Sinclair. Et que dire de la famille Sinclair, riche et apparemment parfaite, qui passe chaque été sur son île privée au large des côtes du Massachusetts. Mais cette année, quelque chose va se produire pour Cadence, 15 ans. Après un terrible accident, elle revient brisée et sans mémoire. 2 ans plus tard, déterminée à comprendre ce qui s'est réellement passé, elle retourne sur l'île où les secrets de famille refont surface. La série est comparée à des titres tels que Big Little Lies, Outer Banks ou Pretty Little Liars, où le mensonge et les apparences jouent un rôle central, l'environnement insulaire et le statut social élevé des personnages renforcent l'atmosphère de tension et d'isolement propice aux révélations progressives. Si vous aimez les séries mêlant drame familial, suspense et mystère adolescent, Nous les menteurs est faite pour vous avec son ambiance intégrante et ses personnages profonds. Elle promet de captiver les amateurs de thrillers psychologiques. Donc n'hésitez pas à la regarder dès le 18 juin 2025 sur Prime Video et on écoute tout de suite la bande-annonce. Il était une fois un pays fabuleux où c'était toujours l'été. I made you think it was real. Back when we were so innocent. Nous étions heureux, nous ne manquions de rien. How am I supposed to be your ray of light, your ray of light? Et bah peut-être que gâté. J'en étais sûre, je le savais. I should be your ray of light. On y va à 3 ? 1, 2, 3. Merci Clémence, j'ajoute donc ça à mon carnet de visionnage. C'est la fin de votre Magal Ouest, merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à nouveau demain pour une autre émission, ce sera à 17h, avec pour invité en deuxième partie d'émission, Partir en livre, un festival qui se déroule à partir du 28 juin, un festival autour de la littérature jeunesse, avec pour invité artistes, illustrateurs, illustratrices, auteurs, auteurices de BD, d'albums, de livres jeunesse. Ils seront donc avec nous, les programmateurs et organisateurs de cet événement. Et puis, je vous donne donc rendez-vous en podcast si vous ne pouvez pas être au rendez-vous à 17h. La musique pour se quitter, direction Jackson aux États-Unis avec Valerie June, Joy Joy, un peu de joie, un peu de soleil pour cette fin de journée.